Les matins de France Culture. Guillaume Erner. De la politique avec vous, Jean-Philippe Tanguy, bonjour. Bonjour. Vous êtes député de la Somme, président délégué du groupe Rassemblement National à l'Assemblée Nationale, membre de la Commission des Finances. Pour dialoguer avec vous, je suis en compagnie de mon camarade Jean Lémarie, que je salue. Bonjour Jean. Bonjour Guillaume, bonjour à tous et à toutes. Jean-Philippe Tanguy, le dernier sondage, un sondage Ipsos qui vient juste d'être publié, donne à la liste du Rassemblement National conduite par Jordan Bardella 31%. Le second, c'est la liste de La République En Marche qui est à 18%, donc 31%. C'est un très bon score. Votre commentaire à ce sujet ? Écoutez, c'est surtout une responsabilité de continuer cette campagne sur les thèmes qui intéressent vraiment les Français, qui aspirent à ce qu'on réponde à leurs difficultés réelles et pas à ce qu'on parle de sujets qui soit n'existent pas, soit sont très lointains de leurs préoccupations. Donc je crois que ce score, au-delà du fait que c'est un sondage et qu'il faut rester très prudent, valide la stratégie de Jordan Bardella et de Marine Le Pen de rester sur les thèmes qui intéressent les Français, la sécurité, le pouvoir d'achat, la capacité des services publics à vraiment répondre aux problèmes des Français et que les Français ne tombent pas dans, il faut bien dire, les diversions, les outrages qu'a choisi le président de la République. Donc c'est vrai qu'on a un paradoxe qui fait que les forces qui sont aujourd'hui au gouvernement se comportent de manière parfaitement irresponsable dans cette campagne en insultant l'opposition. On l'a encore vu avec le lancement de la campagne de Madame Ayer qui n'a rien proposé aux Français à part insulter, diffamer le Rassemblement National et raconter absolument n'importe quoi. Et de l'autre côté, Marine Le Pen et Jordan Bardella et vos serviteurs qui tentent de rester calmes et de répondre aux aspirations des Français. Alors, je me suis dit que ce score était un très bon score. Et comme cette liste est menée par Jordan Bardella, est-ce que ça ne serait pas finalement un meilleur choix de le présenter à l'élection présidentielle ? Jordan Bardella, Marine Le Pen a échoué 3 fois. Est-ce que vous ne devriez pas changer de candidat à la présidentielle, Jean-Philippe Tanguy ? Non, absolument pas. Vous avez d'autres sondages, notamment IFOP, sur la présidentielle, où Marine Le Pen, le dernier de mémoire, je ne l'ai pas préparé, là-dessus, était à 36%, 35% au premier tour. Donc on voit bien que c'est le second tour, elle a échoué 3 fois. Mais, je réponds à votre question. Avec la dynamique du Rassemblement National est générale, Jordan Bardella, comme président du Rassemblement National et comme tête de liste fait une excellente campagne, mais il est évidemment porté aussi par le combat qu'a mené Marine Le Pen depuis 20 ans, avec un combat courageux, on en parlera tout à l'heure, sur l'économie, sur le droit des travailleurs, sur la façon dont on envisage une prospérité mieux partagée et un développement bien plus durable, et Jordan Bardella s'inscrit évidemment dans ce combat. Jean Lémarie. Vous mentionnez une série de thèmes de la vie quotidienne, mais lors du lancement de la campagne il y a quelques jours, Jordan Bardella en a choisi 2, pas 3 ou 4, 2, l'immigration et l'écologie au sens large, contre le pacte migratoire, contre le pacte vert. Est-ce qu'on peut faire une campagne contre ? Non, vous avez raison, il ne faut pas faire une campagne contre. Alors, c'est un lancement de campagne, on aura l'occasion de développer notre programme. Par exemple, je suis allé jeudi dernier pour le World Impact Summit à Bordeaux pour présenter notre programme écologie avec des propositions concrètes qui seront développées par Jordan Bardella dans les semaines à venir. Je vous trouve un peu dur parce que le discours de Marine Le Pen, elle portait sur des propositions justement sur le développement durable. Jordan Bardella a aussi parlé du pouvoir d'achat, mais là où vous avez raison, c'est qu'un meeting de lancement, ça sert aussi à mobiliser sa base électorale et nous rentrons aussi dans une critique d'un système. On ne peut pas par contre nous faire le reproche de ne pas avoir été constant dans notre critique de la construction européenne, y compris sur des thèmes sur lesquels l'ensemble de nos adversaires voulaient nous donner tort. Je pense par exemple au nucléaire, qui a un enjeu au centre de la construction européenne, avec d'un côté des lobbies sous influence allemands qui ont voulu détruire cette filière sur le nucléaire, en 2011, nous avons toujours défendu. Excusez-moi, non. En 2011, le Front National voulait sortir du nucléaire. Non, voulait sortir. J'ai vu cet extrait qui est diffusé par nos adversaires à longueur de journée. En fait, Marine Le Pen dit que les réacteurs de 3e génération sont amenés à être remplacés par des réacteurs de 4e génération, ce à quoi nous aspirons. Et c'est évidemment exactement toujours le programme. Non, après Fukushima, Marine Le Pen était en faveur d'une sortie du nucléaire, clairement. Je vous assure que je connais parfaitement ce sujet qui est par ailleurs mon cœur d'activité personnelle. Je vous redis, les réacteurs de 3e génération étaient en cause dans Fukushima, et ce que nous expliquions, c'est qu'il fallait sortir des réacteurs de cette génération-là le plus tôt possible. C'était le projet Superphénix, c'était le projet Astrid. Malheureusement, aujourd'hui, ces technologies appartiennent surtout à des régimes autoritaires ou une dictature comme la Chine, mais c'était bien le sens de cette proposition. Jean-Philippe Tanguy, le Rassemblement National veut évidemment
aujourd'hui incarner un parti de gouvernement. J'ai lu un livre très choquant, le livre de Camille Vigogne, Les Rapaces, c'est le titre de ce livre, notamment sur le maire de Fréjus, maire Rassemblement national, David Racheline, avec des accusations très graves de corruption concernant cet élu. J'imagine que si ce livre dit vrai, c'est très grave. S'il dit faux, le Rassemblement national, David Racheline, va porter plainte contre cette journaliste. Oui, non, mais il a porté plainte en l'occurrence, mais si vous voulez, le fait qu'il porte plainte, c'est une chose. La vraie chose, c'est que le Rassemblement national, sur ce sujet, a une position constante, vous pouvez le vérifier. Nous faisons confiance à la justice. Nous défendons la présomption d'innocence pour nos adversaires. On n'a jamais fait de campagne contre les accusations sur les uns et les autres, y compris sur des gens épouvantables contre nous. Donc nous en remettons à la justice. Nous sommes des démocrates et des républicains. Nous faisons confiance à l'indépendance de l'autorité judiciaire. Vous considérez que David Racheline est présumé innocent? Bien sûr qu'il est... Enfin, monsieur, au-delà du sujet dont vous parlez, tout le monde devrait estimer que les mises en cause sont innocents jusqu'à ce que la justice se prononce. Je trouve que le fait que le Rassemblement soit une spécificité du Rassemblement national... Il paraît qu'il a 5 ou 6 montres de luxe comme d'autres politiques, je crois, jadis, mais c'était plutôt Parti Socialiste, si ma mémoire est bonne. C'est pas sur France Culture que je vais dire qu'il faut se méfier des on-dit, des rumeurs, des accusations lancées ici ou là. On est une antenne sérieuse. J'écoute suffisamment votre antenne pour savoir que vous accordez confiance au processus judiciaire. Donc, en France, nous avons des institutions. Monsieur Racheline a porté plainte contre ce livre. La justice a elle-même ouvert une enquête. Nous faisons confiance à David Racheline, sauf si la justice nous donne tort. Mais monsieur Racheline, comme tout Français ou toute personne d'ailleurs mis en cause par le système judiciaire français, est présumé innocent. On est sur France Culture. Alors sur France Culture, on aime beaucoup Jean-Philippe Tanguy, la musique. Et puis il y a une polémique en ce moment. Aya Nakamura a été choisie par le président de la République pour chanter lors des Jeux Olympiques. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais écoutez, déjà, je voudrais condamner totalement. J'ai vu une banderole, je crois, près de Notre-Dame de Paris, fait par un groupuscule d'extrême droite qui a insulté cette dame, mettant en cause son origine. Je trouve ça absolument lamentable. Et évidemment, je pense que toutes les Françaises et les Français ne supportent pas ce genre de commentaires racistes qui sont absolument inacceptables. Bon, Madame Nakamura, enfin, c'est pas son vrai nom, son nom de scène, Madame Nakamura, va chanter Édith Piaf. Bien, écoutez, je lui souhaite bon courage et d'incarner cette grande chanteuse à la hauteur du legs qu'elle représente pour la culture française. Moi, j'ai pas d'a priori, j'ai pas spécialement de goût pour la chanson. Vous auriez choisi quelqu'un d'autre ? Oui, sans doute, bien sûr, on aurait pu choisir quelqu'un d'autre. Je pense, là j'ai un trou de mémoire sur l'ancienne représentante de la France à l'Eurovision, qui avait une voix et un registre assez proche de Madame Piaf. Elle avait été très bien classée à l'époque, je crois qu'elle avait été deuxième à l'Eurovision, mais ça ne me choque pas particulièrement de choisir Aya Nakamura. Voilà, même si une fois plus, je partage pas ses chansons. Bon, je trouve que son nom de scène est un peu étrange par rapport à sa culture d'origine et à la culture française. Bon, mais ce sont des aussi une marque de vélo de la hutte Intersport. Voilà. Donc, oui, mais voilà, donc c'est bon. Il y a un côté un peu effectivement culturel dans le personnage que s'est créé Madame Nakamura. Bon, écoutez, on verra bien. Moi, je lui souhaite bon courage parce que ce que je souhaite, c'est que la France sorte évidemment grandie et les Françaises et les Français fiers de cette cérémonie et de ces événements. Le pape appelle aujourd'hui à ce que les Ukrainiens et les Russes, mais les propos ont plutôt été interprétés comme étant un appel aux Ukrainiens à trouver une paix avec la Russie. Il a été évidemment très critiqué par les Ukrainiens. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Philippe Tanguy ? Deux choses différentes. Le fait que le pape, comme personnalité spirituelle, appelle à la paix, c'est dans son mandat terrestre et encore plus sans doute son mandat spirituel. Je trouve que c'est un peu étrange qu'on critique une personnalité qui par définition veut la cessation des violences. C'est son rôle et c'est le rôle que le Vatican, à tort ou à raison d'ailleurs dans le passé, a occupé notamment dans les 2 premiers conflits mondiaux, y compris d'ailleurs parfois en se mettant dans des situations qui a priori a posteriori ont légitimement interrogé les historiens. Aujourd'hui, je comprends là aussi la colère des Ukrainiens. C'est-à-dire que le pape semble prendre parti peut-être, et le camp occidental avec lui, même s'il ne représente pas évidemment l'entièreté du camp occidental, loin de là, des propos qui n'aident pas l'Ukraine à gagner cette guerre, puisque le Rassemblement national, contrairement à ce qui est dit matin, midi et soir, souhaite la victoire militaire de l'Ukraine. Nous pensons néanmoins
que cette aspiration à gagner la guerre et à libérer le territoire occupé et agressé par les Russes doit se faire parallèlement à des efforts de paix. Ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, tous les efforts de la diplomatie sont entre les mains, j'ai revu, de la Turquie qui a relancé l'initiative, de la Chine qui a relancé l'initiative, parfois de l'Inde, mais n'est absolument pas dans le camp des pays européens. Or, ce qu'on aimerait, nous, c'est que la France, retrouvant sa ligne traditionnelle gaulo-mitterrandienne, reprenne l'initiative pour une conférence de paix. Le fait qu'il y ait des pourparlers de paix n'empêche absolument pas de mener des opérations militaires. Jean-Lémarie. Mais pour négocier avec qui aujourd'hui, Jean-Philippe Tanguy ? Mais malheureusement, aujourd'hui, la Russie est dirigée par le régime de Vladimir Poutine. Ça fait 20 ans, une élection fantoche se tient et sans doute M. Poutine continuera-t-il à exercer le pouvoir. C'est comme ça. Vous pensez que Thierry réalité. Mariani du Rassemblement National dirait aussi que c'est une élection fantoche ? Oui, on peut en avoir parlé avec lui régulièrement. Thierry Mariani ne fait pas d'illusions sur la nature aujourd'hui du régime russe. Alors il a beaucoup changé d'avis. Oui, le régime russe, vous savez, malheureusement, n'a jamais été évidemment une démocratie occidentale, mais on pouvait croire de bonne foi que le régime russe allait vers un chemin de raison au début des années 2000, après la période Helsinki. Je me souviens de Jacques Chirac notamment, qui lui avait remis la plus haute distinction de la Légion d'honneur. Il pensait qu'en faisant confiance au régime russe, ça irait mieux. Malheureusement, les faits lui ont donné tort, mais c'est pas M. Mariani lui-même qui a eu cette position, c'est l'ensemble de la France. Moi, ce qui me choque, c'est qu'aujourd'hui, le Rassemblement national est le bouc émissaire de toutes les erreurs de l'Occident, en particulier de la France, sur le régime de M. Poutine. Merci beaucoup. Merci Jean-Philippe Tanguy, on se retrouve dans une vingtaine de minutes. Vous serez rejoint par le chercheur Bruno Palier et on s'interrogera sur le programme économique de votre parti, le Rassemblement national. 7h56. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et oui, nous sommes en compagnie de Jean-Philippe Tanguy, député de la Somme, président délégué du groupe RN à l'Assemblée. Dans quelques instants, on va se poser la question suivante. Le RN peut-il aujourd'hui apparaître comme le parti des travailleurs? Et pour en discuter, nous serons également avec le directeur de recherche au CNRS, Bruno Palier, spécialiste du travail. Mais avant tout, Jean-Philippe Tanguy, une réaction à ce que vient de dire mon camarade Jean-Lémarie sur le projet de loi sur la fin de vie. Écoutez, deux choses. La première chose importante qu'avait souligné Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle, c'était le développement des soins palliatifs, qui est évidemment le préalable pour que la liberté qui pourrait être accordée par le Parlement ou par référendum, si les Français sont consultés, soit une vraie liberté, évidemment, et pas le résultat de situations épouvantables. Deuxième point, on voit bien là que c'est pas une question de parti politique, c'est une question de conscience personnelle et de quel chemin veut suivre la société. Et je crois que le référendum serait particulièrement adapté pour trancher cette question de société, puisqu'on le remarque, on l'a vu avec le mariage pour tous ou d'autres débats, en réalité le Parlement dans ces sujets-là n'est pas forcément un moyen d'adoucir le débat ou de ne pas rentrer dans les caricatures. Le référendum, on l'a vu par exemple en Irlande, qui était une société avec une culture catholique très forte, est sorti par le haut en consultant les Irlandais sur l'avortement et le mariage pour tous. Et le débat s'est tenu dans de bien meilleures conditions qu'en France, alors que le poids des croyants est bien inférieur en France. Donc moi je pense que le référendum sur ce sujet serait particulièrement adapté. Sur le fond, le groupe Rassemblement national sera, comme il y aura la liberté de vote, la liberté de conscience sur ce sujet. Moi, à titre très personnel, je n'engage personne d'autre que moi, je voterai pour. Jean-Philippe Tanguy, aujourd'hui, le Rassemblement national dit, selon la formule provocatrice de Jérôme Sainte-Marie, qu'il n'est plus ni extrême ni à droite, donc plus d'extrême droite, je récapitule. Qu'est-ce qui vous distingue aujourd'hui de la gauche en matière de mesures sociales ? La différence la plus importante aujourd'hui, en tout cas avec le programme que propose la NUPES, c'est que nous croyons réduire les inégalités par le travail, l'accès au travail, la meilleure rémunération du travail, la reconnaissance des talents des personnes, y compris quand ils ont de faibles qualifications, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de talent et une capacité à créer de la richesse. C'est la différence fondamentale, alors que la gauche a encore une vision bien plus et toujours plus redistributive et voulant corriger les inégalités du marché par un rôle trop important de l'État et qui par ailleurs ne fonctionne pas, puisque malheureusement cette politique redistributive dans une économie ouverte, on le voit, ne fait que provoquer de la dette sans diminuer réellement les inégalités, même s'il faut le reconnaître, en France, les inégalités sont moins fortes que dans les autres économies occidentales. Mais alors,
là, au sujet du SMIC, il y a eu différentes propositions du Rassemblement national. En 2012, la proposition de Marine Le Pen était d'augmenter le SMIC de 200 €. C'est une proposition qui a été abandonnée. Aujourd'hui, vous êtes plutôt en faveur d'une exonération de charges patronales, c'est ça, le projet du RN? La différence, c'est depuis 12 ans, il y a eu d'ailleurs ce que le Premier ministre a fini par reconnaître, la smicardisation de la société. Qu'est-ce que c'est que ce phénomène? C'est que ce qu'on appelle la trappe à pauvreté, c'est du fait des exonérations de charges sur les bas salaires. Il y a eu un tassement des salaires entre les personnes qui sont au SMIC et les personnes qui sont un tout petit peu au-dessus. Et cela coûte en pouvoir d'achat, en coût réel, si on implique les pertes de pouvoir d'achat, près de 500 € pour passer au-dessus de mémoire 1300 €. Et il y a une deuxième trappe à pauvreté pour les classes moyennes à 2500 €, qui est environ de 300 €. Donc en fait, nous voulons une augmentation de 10% des salaires global par un accord d'entreprise qui touche tous les salariés, qu'ils soient au SMIC jusqu'à 3 SMIC, c'est-à-dire les classes moyennes supérieures. Car nous pensons qu'il faut rééquilibrer, relancer l'échelle des salaires. Et il faut aussi recréer de la solidarité de corps entre les classes populaires et les classes moyennes, puisqu'aujourd'hui, les classes moyennes ont un problème de consentement à l'effort collectif, un problème de consentement à l'impôt, car elles ont l'impression, à raison, que leurs efforts ne sont pas aussi bien récompensés que les autres. Donc, et cette exonération est temporaire, c'est-à-dire que nous voulons donc sur ces 10% de hausse, il y a une exonération de salaire pendant 5 ans, et qu'après on revienne dans le régime normal. L'idée est aussi d'aider les entreprises à passer ce cap. Votre réaction, Bruno Palier, vous qui êtes directeur de recherche au CNRS, spécialiste du travail? Sur la proposition immédiate, on peut se demander si les exonérations se traduiront immédiatement en augmentation de salaire. On l'a vu dans le passé, quand on fait une baisse de TVA, quand on fait une baisse d'impôts, une partie reste dans les caisses du restaurant ou dans les caisses de l'entreprise. Donc de là à promettre que ça se traduise en une augmentation de rémunération, ça reste à voir. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est la critique de la smicardisation de la société oublie le fait que cette smicardisation est en très grande partie due à l'accumulation des exonérations de cotisations sociales depuis les années 90. En fait, on a cessé d'augmenter les exonérations de cotisations sociales en multipliant les effets de seuil, ce qui crée ce que les économistes appellent des trappes à bas salaire, c'est-à-dire que les employeurs hésitent à augmenter les salaires puisque ça leur ferait payer beaucoup plus de cotisations sociales du fait des mécanismes de seuil. Mais d'une façon plus générale, mis à part une réaction à cette mesure, vous posez la question générale de savoir si le Rassemblement national est devenu le parti des travailleurs. Et Bruno Le Maire a dit que c'était un nouveau marxisme. Je pense qu'on peut regarder un peu les mots. Parti des travailleurs, ça existe en France, il y en a un. C'est un parti trotskiste qui s'est fusionné avec d'autres dans les années 2010. Il y en avait un au Brésil, il est toujours dirigé par le président actuel, Lula, un syndicaliste qui a mis très explicitement des revendications d'amélioration des rémunérations, des conditions de travail, de la situation des travailleurs. Et moi, ce que je constate, c'est que le Rassemblement national, quand on regarde sa sociologie électorale, c'est beaucoup plus le parti des perdants. En fait, que le parti des travailleurs. Les perdants de la mondialisation, les perdants aussi des changements technologiques et probablement, si on y prend garde, les perdants de la transition écologique. Qu'en pensez-vous, Jean-Philippe Tanguy? Deux choses sur notre mesure. Vous avez raison dans le fait que, notamment le CICE, la baisse massive des charges sous François Hollande, ça n'a pas été forcément répercuté. Nous, la mesure de notre enjeu, que si les salaires augmentent de 10%. C'est une baisse a posteriori, pas a priori. C'est justement, on a tiré les leçons des erreurs précédentes. Sur le fond, moi, j'entends l'analyse sur les perdants. Je trouve que c'est un peu violent pour les personnes, même très violent pour les personnes qui votent pour nous, qui ne sont pas seulement des perdants, ils sont des gens qui font leur travail et qui veulent être reconnus pour ce qu'ils font. Mais effectivement, les travailleurs sont les perdants en général du système mondialiste tel qu'il s'est organisé depuis les années 80. Et en fait, contre quoi lutter Marine Le Pen? Contre ce qu'on appelle la guerre des pauvres. C'est-à-dire que sous l'inspiration notamment réganienne, ceux qui se sont goinfrés sur la mondialisation, entre ceux qui sont 1%, ont tenté de faire croire aux classes moyennes et aux classes moyennes supérieures qu'elles seraient plus heureux en abandonnant les classes populaires à leur triste sort et en se liant à la mondialisation plutôt que d'être solidaires des classes populaires. Eh bien nous, notre projet de société, c'est tout l'inverse. C'est que nous voulons que toutes les classes moyennes soient solidaires des classes populaires et que dans notre démocratie sociale, les gens aillent dans le même sens et que ceux qui tiennent
chaîne qui profite beaucoup de la mondialisation en saccageant l'écologie, les droits sociaux et même les droits humains, puisqu'ils sont transposés de notre industrie dans des dictatures que n'ont que faire de nos droits sociaux et politiques, eh bien nous voulons retrouver de la solidarité entre les classes populaires et les classes moyennes, et c'est comme ça qu'on retrouvera de la productivité et ce qu'on appelle un développement durable, c'est-à-dire un développement économique qui améliore le pouvoir d'achat sans sacrifier l'écologie et les droits sociaux. Mais alors, pourquoi par exemple ne pas rétablir l'ISF, puisque semble-t-il il y a eu un débat au sein du Rassemblement national et décision a été prise de ne pas modifier cet impôt, donc de ne pas le rétablir. Il est rétabli sur toute ce qu'on appelle la fortune financière, donc sur toutes les valeurs mobilières. Par contre, nous ne voulions pas le rétablir sur les outils productifs, les outils, l'investissement dans l'économie et sur la propriété foncière, pour que les gens investissent en France et ne pas envoyer un signal négatif. Par ailleurs, nous supprimons, je vous le rappelle aussi, la flat tax, c'est-à-dire au-dessus de 40 000 euros annuels, c'est-à-dire c'était la mesure en fait presque plus importante que l'ISF d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a mis un taux unique, comme le voulait Mme Thatcher, sur tous les revenus mobiliers et financiers au-dessus de 40 000 euros par an, ce qui a représenté 3 milliards de gains d'opportunités pour ceux qui étaient déjà des privilégiés. Bruno Palier. Alors moi, ce que je veux dire en parlant de parti des perdants, c'est pas pour être violent vis-à-vis des personnes qui votent pour le Rassemblement national, c'est pour souligner la rhétorique qui est utilisée, qui est une rhétorique négative, qui essaye de dénoncer la situation de certaines personnes contre la situation d'une part des élites, mais aussi contre la situation de ce qui peut parfois être appelé les assistés ou les migrants. Et je suis étonné de la notion de solidarité avec les classes populaires que vous mettez en avant, dans la mesure où d'abord le mot solidarité n'est pas présent dans le programme de Marine Le Pen, que j'ai relu avant de venir ce matin. Il n'y a pas non plus la notion de pauvreté, il n'y a pas non plus des choses en faveur du soutien des chômeurs. Et il faut bien voir que les classes moyennes dont vous parlez, notamment les classes moyennes les moins aisées, elles sont en voie de précarisation, c'est-à-dire que leur contrat de travail est de plus en plus des contrats courts, des contrats qui s'arrêtent avec une menace de chômage. Et il y a quelque chose ici de l'ordre de la contradiction, qui rejoint une contradiction plus profonde. Ce qui est assez intéressant quand on regarde le programme économique du Rassemblement national, c'est que c'est un espèce de mélange entre du libéralisme, des traces restantes de libéralisme. Je cite le programme de Marine Le Pen qui dit « Il faut préserver la saine concurrence entre nos entreprises nationales et le protectionnisme à nos frontières. » On vient bien de l'entendre. On fait baisser les cotisations, les impôts pour les entreprises. On supprime l'impôt sur la fortune immobilière, par exemple. Donc on a ces traces de libéralisme qu'on comprend bien, puisqu'une partie de l'électorat, c'est aussi la boutique des petits patrons d'entreprises moyennes, de taille moyenne et petite, le commerce. Et donc il ne faut pas s'aliéner non plus cet électorat. Donc on n'a pas un parti des travailleurs qui propose du progrès social. Moi, c'est ça qui me marque, c'est qu'il n'y a pas de proposition dans le sens de l'amélioration des rémunérations directes, de l'amélioration des conditions de travail. Jean-Philippe Tanguy, une réaction. Oui, une fois plus, on n'est pas dans cette politique de baisse des cotisations sans contrepartie. Bon, mais sur le fond, on peut analyser les mots pas employés. Je vais vous donner un exemple. Nous sommes mis en procès par nos adversaires politiques sur le fait que nous n'avons pas voté leur réforme ou fausse réforme du RSA, qui consiste à sous-entendre que les personnes dans cette situation seraient des fainéants, qui restent chez eux pendant qu'il y a une myriade d'emplois qui leur tend les bras. C'est absolument pas la situation réelle. Et pour déresponsabiliser ceux qui n'ont jamais appliqué les politiques d'insertion. Donc nous avons résisté, il faut le dire, sous des critiques très dures, et Marine Le Pen a résisté sur ce que j'appelle, il faut le dire comme elle est, la guerre des pauvres. C'est donc de tenter d'opposer des gens qui ont des revenus modestes de leur travail ou des petites retraites avec des gens qui sont dans une situation de grande précarité, qui parfois sur 2 ou 3 générations n'ont plus accès à l'emploi, et de leur faire croire qu'il suffisait de les obliger à aller travailler pour aller travailler. Moi, dans la Somme, avec mes 230 communes, je peux vous dire que la plupart des gens veulent travailler, mais n'ont juste pas accès à des transports, pas accès à une formation qui leur permette d'accéder aux emplois qu'il peut y avoir dans la métropole amiénoise. Et c'est ça qu'il faut interroger, c'est comment on réorganise le territoire, comment on réorganise le système de formation pour que les personnes éloignées de l'emploi puissent y aller. Par ailleurs, nous sommes quand même les seuls à dénoncer le mensonge d'État, puisque c'est dit matin, midi et soir, sur le fait qu'il y aurait plein d'emplois en tension qui ne seraient pas occupés. Il y a entre 300 et 500 000 emplois qui ne sont pas occupés. Si vous mettez le chômage structurel, c'est-à-dire le temps que les gens changent d'emploi ou occupent un nouvel emploi, on en fait à 200 000 emplois libres, et il y a entre 6 millions de personnes qui sont au chômage ou qui ont des mauvaises conditions de travail. Donc on est dans un mensonge d'État sur lequel se forment quand même beaucoup de politiques publiques. Nous y résistons. On nous critique
critique beaucoup, soit, mais je trouve qu'on ne fait quand même pas grâce à Marine Le Pen d'avoir résisté à ces choses. Quand on voit comment Monsieur Wauquiez, par exemple, ou d'autres dirigeants politiques se sont littéralement vautrés sur ces mensonges en essayant d'opposer ceux qui peinent à vivre de leur travail et ceux qui aimeraient en avoir un, je trouve qu'on fait vraiment pas grâce au Rassemblement national là-dessus. Par ailleurs, il y avait des mesures sociales pour aider les personnes en précarité. Par exemple, Marine Le Pen a proposé le doublement de l'aide aux mères isolées. Évidemment, ça touche en particulier aux parents isolés, pardon, mais ça touche évidemment à 95% des mères isolées qui ont du mal à concilier leur charge de famille et leur vie professionnelle. Jean Lébarry. Le gouvernement souhaite une nouvelle réforme de l'assurance chômage, une de plus, avec l'idée qui est toujours la même, baisser encore les droits des demandeurs d'emploi pour les inciter à reprendre un travail. Est-ce que vous soutiendrez cette réforme si elle va au bout ? J'attends toujours de voir les réformes. La dernière, nous ne l'avons pas soutenue. Pourquoi ? Pour la raison que je vous ai donnée. C'est-à-dire qu'on fait croire que les gens seraient fainéants et ne voudraient pas travailler. C'est totalement faux. Voilà, c'est une espèce de mensonge. Une fois plus, je dis que c'est grave. Enfin, ça a des conséquences de représentation sociale, d'estime de soi sur les personnes qui entendent ces critiques, sur des gens qui s'opposent parce qu'ils sont dans la difficulté. Moi, j'aimerais qu'on s'occupe des abus qui sont dans la grande bourgeoisie et dans les surdiplômés. Parce que moi, je sais qui profitent du système social. Ce sont mes anciens camarades de l'ESSEC, de Sciences Po, qui organisent leur formation ou leur congé en se disant qu'ils ont un an avec un revenu qui est maintenu entre 60 et 80%, tout en étant certains de retrouver un emploi au bout de leur petit trek ou de leur petit voyage. Voilà. Donc qu'on s'attaque peut-être effectivement au système d'assurance chômage pour des gens surdiplômés avec de très hauts revenus qui organisent aujourd'hui la fraude pour se faire plaisir, et qu'on arrête de faire croire que c'est les gens qui ont des revenus de remplacement entre 600 et 800 euros qui organisent des week-ends au lieu de travailler. Voilà. Je crois vraiment que là, il y a un énorme problème de représentation et du peuple en France, avec des personnes qui font des réformes, qui racontent absolument n'importe quoi sur ceux qui en subissent les effets et qui préservent leurs amis. Je rappelle que M. Macron, sa grande réforme de 2017, c'était de permettre aux cadres de démissionner tout en touchant le chômage. Voilà, alors que ce sont des gens qui ne sont pas touchés par le chômage et qui peuvent retrouver un emploi au bout de 2 semaines. Ça, c'était la grande réforme de M. Macron en 2017. On l'a un peu oublié. Ça, si c'était pas de la démagogie et du clientélisme envers les gens qui ont déjà tout et à qui on voulait offrir en plus la possibilité de partir en vacances avec l'Unédic, ça, c'était M. Macron, c'était pas Marine Le Pen. Bruno Palier. Donc là, ce qu'on vient d'entendre, c'est vraiment la rhétorique populiste de construction d'un peuple contre les élites. Ah oui. Mais ce qui est tout à fait étonnant, c'est que j'écoute M. Tanguy et j'entends pas l'autre partie du discours populiste que vous l'avez rappelé tout à l'heure, et celui de M. Bardella, par exemple, qui est l'opposition entre les Français et les immigrés. Moi, je voudrais rappeler, dans la guerre des pauvres, elle est quand même sacrément organisée par la rhétorique anti-immigrée du Rassemblement national, puisque parmi les pauvres, il y a en France énormément de gens qui sont issus d'origine immigrée ou qui eux-mêmes n'ont pas la nationalité française. Or, en dénonçant sans cesse les abus de cette population en France, je crois que le Rassemblement national contribue sacrément à organiser la guerre des pauvres. Puisqu'en fait, le Rassemblement national, comme la plupart des partis d'extrême droite radicale que l'on voit se développer en Europe, mais pourquoi pas aussi en Amérique, se construit par une double opposition. Une opposition aux élites, aux plus riches, aux gagnants, donc ça c'est ce qu'on vient d'entendre, mais aussi par rapport aux assistés, aux migrants, et elle s'adresse aux classes moyennes et moins aisées qui sont juste au-dessus des plus pauvres. Jean-Philippe Tanguy. Oui, bon, déjà, moi, je veux dire, j'assume totalement ce clivage contre des élites dirigeantes qui ne font pas leur mission. Effectivement, moi, j'assume totalement. Pour moi, quand on aspire à diriger, à avoir des responsabilités, c'est pour servir la grande majorité des Français. C'est pas pour se servir. J'assume totalement cette rhétorique. Deuxièmement, vous ne trouverez pas dans le discours de Marine Le Pen, Jordan Bardella, une mise en cause des personnes immigrées. Nous dénonçons un système qui est l'immigration sans contrôle pour 2 raisons. Première raison, c'est organisé pour faire une pression à la baisse des salaires. On a été traité de marxiste par Monsieur Le Maire. Bon, bah ça, il faut dire que c'est une des rares analyses marxiennes sur laquelle on rejoint. C'est évidemment une armée de réserve qui pèse à la baisse sur les salaires. Quand une économie, parce que c'est pas systématique, a déjà du chômage. C'est-à-dire que des économies qui ont besoin de travailleurs ou qui n'ont pas de travailleurs, l'immigration ne joue pas ce rôle à la baisse, il peut même jouer un rôle à la hausse. Mais dans des économies où il y a un chômage structurel de 5 à 8% des actifs, évidemment, les personnes immigrées qui acceptent des conditions de travail pénibles, plus difficiles, qui acceptent par exemple à Paris de se lever à 5 heures du matin, prendre le premier RER, faire la plonge à des horaires irréguliers entre 9h et 23h avec une pause de 6 heures au milieu pas payée, et pour reprendre le dernier RER à minuit, bah ça aujourd'hui, oui, effectivement, c'est malheureusement les personnes immigrées qui arrivent, qui acceptent ça. Les Français ne l'accepteraient pas, ou les étrangers en situation régulière, ils ont bien raison. Et donc ce système ne tiendrait pas, et il faudrait payer les gens, ce qui pose un certain nombre de problèmes à certaines personnes qui ne nous soutiennent pas. Après,
le fait que des personnes immigrées au chômage doivent repartir, oui, c'est ce que l'on propose. C'est pas une critique des personnes immigrées, c'est que pour garantir un système social qui est généreux, quand les personnes sont au chômage, aujourd'hui le taux de chômage des personnes immigrées en France est le double environ des personnes des nationaux français, eh bien il faut que ces personnes repartent dans leur pays parce qu'il n'y a pas de travail pour eux, tout simplement. Si un jour l'économie française redevient prospère comme dans les 30 Glorieuses, peut-être nous choisirons de faire venir des gens. Ce n'est pas le cas depuis 40 ans. Bruno Palier. Si c'est pas de la guerre des pauvres, je ne sais pas ce que c'est. Alors il y a ce qu'on vient d'entendre sur le chômage. Il y avait aussi dans le programme de faire sortir du logement social les personnes dont une des personnes du couple serait d'origine étrangère. Il y a la fameuse préférence nationale pour l'ensemble des prestations sociales. Donc le programme du Rassemblement national organise cette guerre des pauvres qui est soi-disant dénoncée. L'autre point moi, qui me marque à la lecture du programme et à l'écoute des propos, c'est, je dirais, la méconnaissance en fait des gens dont ce parti se fait le porte-parole et notamment de leur vie au travail. Moi, je n'ai pas vu une seule description concrète des conditions de travail, des difficultés vécues au travail qui sont à l'origine du ressentiment social qui souvent porte vers le vote Rassemblement national. Jean-Philippe Tanguy. Bon, déjà, il n'y a pas d'expulsion prévue des logements sociaux. Ça, c'est une clarification qu'avait fait Marine Le Pen entre les deux tours de la présidentielle. Les gens, on l'a dit, quand ils sont au chômage, doivent repartir. Ça peut libérer des logements sociaux, mais personne ne va être viré de son logement social s'il est en France dans une situation régulière. Je suis désolé, c'est pas vrai. Lors de la réforme des retraites, nous avons dénoncé les difficultés au travail, la souffrance au travail. Nous avons fait un des axes structurants de notre critique de la réforme de Monsieur Macron. Nous avons expliqué que les gens souffrent au travail, qu'ils avaient des conditions de vie très difficiles, que beaucoup, notamment des femmes, parce qu'on n'en parle jamais, on parle souvent des personnes de BTP, des métiers très physiques, mais notamment un certain nombre de métiers féminins, contrairement à ce qu'on peut croire, sont très physiques, notamment les aidants, les aides-soignantes doivent porter ou aider, parce que c'est leur vocation, elles le font de manière merveilleuse, et dévouer des personnes qui sont souvent beaucoup bien plus lourdes qu'elles au quotidien, ça les abîme. Nous avons dit que c'est pour cette raison, qu'on ne peut pas porter la retraite à 64 ans. Voilà. Et on l'a même dit que l'échec de la réforme Fillon, c'était justement de ne pas avoir tenu compte de la souffrance au travail, et puisque des personnes, au lieu de faire soi-disant des économies sur le dos des plus modestes, eh bien, ils sont devenus invalides, ils ont souffert de handicap, de maladies chroniques. Donc tout l'argent, entre guillemets, qui soi-disant devait être économisé par la réforme Fillon en décalant l'âge de départ à la retraite, eh bien, en fait, il a été dépensé pour compenser la souffrance que ça a créé. Donc on a tenu ce discours-là. Je trouve que là, c'est vraiment très injuste contre notre travail. Mais bon, écoutez, moi j'y réponds, on est là pour débattre. Mais sincèrement, s'il y a bien des gens qui parlent des conditions de travail, on n'est pas les seuls. C'est le Rassemblement national. Et là, je voyais le sondage dont vous parliez, s'il y a 58% des ouvriers qui nous font confiance au premier tour dans un scrutin proportionnel, c'est que visiblement, on parle d'eux quand même. Un mot rapide de conclusion, Bruno Palier. Visiblement, un député de la Somme est de plus en plus inspiré par un autre député de la Somme qui a mis ces enjeux-là au cœur de sa mobilisation. Espérons que dans ce sens-là... C'est vrai, François Ruffin vous inspire, Jean Tanguy. Moi, j'écoute les gens, j'écoute les propositions qui viennent, j'écoute les témoignages. Monsieur Ruffin, il est odieux à titre personnel avec moi dans la Somme, mais le travail qu'il fait sur le terrain est réel, même s'il a une tendance aussi à piquer les idées de ses petits camarades. Bon, mais il fait un travail réel de sensibilisation. Et donc, si ceux qui vont voir qui ont vu ces films ou qui l'écoutent peuvent réaliser les difficultés du terrain, et tant mieux. Un mot de conclusion, Bruno Palier, le mot de la fin. Voilà, c'est indéniablement, il y a une réussite dans l'attractivité du vote ouvrier et employé des classes moyennes les moins rémunérées du Rassemblement national. L'enjeu est sans doute de savoir si d'autres partis vont être capables de leur parler, mais de leur parler positivement en proposant des progrès. Un mot conclusif, Jean-Philippe Tanguy. Mais écoutez, moi j'espère que les Français nous feront confiance et qu'on pourra, dans les faits, vous donner tort, monsieur, et prouver qu'on peut renouer avec le progrès social par une meilleure répartition du mérite, du fruit du travail des gens, et en ayant effectivement une politique qui allie la libération des énergies au niveau local et la protection de cette mondialisation injuste. Merci Jean-Philippe Tanguy. Député donc de la Somme et président délégué du groupe RN à l'Assemblée nationale. Merci Bruno Palier, directeur de recherche au CNRS, coordinateur de l'ouvrage Que sait-on du travail aux presses de Sciences Po.